Pendant qu'il y a des personnes qui se demandent comment je fais pour lire avec des yeux apparemment à moitié fermés, eh ben moi, j'ai lu 50 livres depuis le début de l'année 2026. Bienvenue ou bon retour dans la bibliothèque de la Grume. Moi c'est Clem, je suis étudiante en fac de lettres, grande lectrice, et je te propose aujourd'hui un récap de mes 50 lectures de ces 6 premiers mois de l'année 2026. Sachant que j'ai inclus certaines lectures de la fac dans le lot, puisque ce sont des lectures où j'ai lu le livre intégral pour la fac, et pas simplement un extrait du texte, puisque évidemment que je lis de base pour la fac, et que je lis pas mal, c'est tout le but, mais il y a plusieurs fois où ce sont des poèmes individuels, ou alors des extraits de texte. Ce qui fait que je ne compte pas toutes mes lectures de fac dans le lot, forcément. Bref, tu l'auras déjà compris si tu as regardé mes vidéos, soit sur YouTube déjà ou sur TikTok. Je n'ai pas le meilleur esprit de synthèse qu'il soit. Je vais donc essayer d'être la plus brève possible, mais prends ton thé, ça va durer un petit moment. Sachant que quand je mets des notes, je parle de noter mon expérience de lecture plus que le livre en soi, puisque évidemment que je suis personne entre guillemets pour juger de la qualité intrinsèque d'un livre, simplement que j'ai une expérience de lecture qui est plus ou moins bonne ou plus ou moins mauvaise, et la note que j'attribue à un livre, je tiens à mentionner que je l'attribue plus à mon expérience de lecture de ce livre qu'autre chose. C'est parti. Première lecture de l'année, c'est en réalité une lecture que j'ai démarrée en fin d'année dernière et que j'ai finie au début de l'année. C'est le 4e tome de la série The Bone Season de Samantha Shannon, dont j'ai réussi à te parler déjà dans les 2 premières vidéos YouTube, puisque c'est une série que j'ai beaucoup aimée, qui mélange dystopie et fantasy, dans un monde où il y a des clairvoyantes, qui ont une rangée de dons différents en lien avec le futur et une perception de l'éther qui est une sorte d'air qui est tout autour de nous, mais sur un plan spirituel. Et seuls les clairvoyantes peuvent interagir avec l'éther. Nous autres amorotiques ne pouvons pas. Pense au Moldu dans Harry Potter si tu veux. Et on suit Paige Mahoney qui va se lancer dans une révolution contre le gouvernement autoritaire qui persécute les clairvoyantes, les réduisant à une vie de crime. Et Paige va bien sûr avoir des alliés d'un côté, et elle va faire face à plusieurs antagonistes, tous plus intéressants les uns que les autres. Une chose que j'aime particulièrement avec la série, au-delà de la plume magnifique de Samantha Shannon, c'est la romance qu'il y a dedans, qui est prononcée mais qui ne prend pas toute la place non plus, et qui est magnifique. 5 étoiles pour The Mask Falling. Et la deuxième lecture de l'année a été très logiquement le 5e tome, et dernier paru aujourd'hui, même s'il y a encore 2 tomes à paraître dans la série, de The Bone Season, The Dark Mirror. Je vais pas me répéter, simplement 4 étoiles 75. Il y a un petit truc que j'ai trouvé un peu rapide. Ça m'a pas tant dérangé que ça, mais j'ai été surprise, on va dire, par la rapidité de quelque chose qui se passe dans ce 5e tome. Ensuite, on change radicalement d'ambiance avec Devenir écrivain d'Alexandre Lacroix. C'est une fiction littéraire contemporaine qui retrace les premiers pas de l'auteur en tant qu'auteur, de son emménagement à Paris quand il avait 18 ans à la publication de son premier roman 5 ans plus tard. Et c'était bien écrit, mais j'ai retrouvé un côté un peu pompeux qui tend à me déranger dans la fiction littéraire française. 3 étoiles 75 pour ma part. Ensuite, on a Ce que prend la mer de Manon Fargeton. C'est une fiction contemporaine qui suit les pas de Maxine, dont le père a eu un accident, il est à l'hôpital, et en faisant le tri dans les affaires de son père, dont la cabane est en danger au vu du terrain instable, Maxine retrouve des polaroïds que son père a reçus de quelqu'un chaque été depuis plusieurs années, et elle va se lancer sur une enquête familiale finalement qui va la mener jusqu'en Écosse. Et ce que j'ai particulièrement apprécié au-delà de la plume poétique et efficace de Manon Fargeton, c'est la prosopopée qu'elle a fait de l'île écossaise.
Une prosopopée, c'est une figure de style dans laquelle on fait parler un être inanimé ou un être animé absent ou mort. Et donc, ça veut dire concrètement que l'île écossaise est la narratrice d'une grande partie de l'histoire. J'ai beaucoup aimé. 4 étoiles et demie. Ensuite, première écoute de l'année, Libérez-vous de votre addiction de Fabien Olicard. Fabien Olicard est un mentaliste français dont j'ai déjà écouté plusieurs de ses livres. J'en ai aussi 2 en papier chez moi d'ailleurs. Donc c'est finalement une habitude plus qu'autre chose que d'écouter ses livres quand ils sortent, ou dès que j'ai vu qu'ils étaient sortis. Et ici, j'ai trouvé intéressant qu'il propose un plan concret d'action, après bien sûr avoir expliqué les mécanismes de l'addiction et rappeler qu'une addiction n'est pas quelque chose de contrôlable. Il ne s'agit pas simplement de se dire j'arrête pour pouvoir arrêter, sinon ce ne serait pas une addiction. Et il se livre d'ailleurs sur son propre combat face à la nicotine. Mon seul regret, ça a été qu'il n'y ait pas autant de mentions de l'addiction au téléphone que ce que j'aurais pu espérer. Donc ça a été un 4 étoiles pour moi. Ensuite, j'ai lu In the Veins of the Drowning de Kelly Cassidy, qui est une romantaisie dont la protagoniste est une sirène, ce qui veut dire que quand elle entre en contact avec de l'eau de mer, elle peut faire ce qu'elle veut aux hommes alentour. Étant la pupille d'un roi cruel, elle demande au roi d'une contrée voisine de l'aider à s'échapper. J'ai passé la première moitié de ce livre à détester la protagoniste qui se plaignait de situations dans lesquelles elle s'était plus ou moins mise elle-même. Et j'ai passé la seconde moitié du livre à me retrouver de plus en plus investie dans l'histoire, à ne plus détester autant, voire presque apprécier la protagoniste, au point d'avoir l'intention de lire le tome 2 de cette duologie qui sort le 7 juillet prochain. Le premier tome a été un 3 étoiles et demie pour moi, à voir pour le deuxième. J'ai ensuite enchaîné avec The Poet Empress de Shen Tao. C'est une fantaisie qui est située dans une Chine médiévale où les mots ont un impact matériel et tangible sur le monde. Donc la magie repose sur les mots et des poèmes, plus particulièrement des poèmes chinois. Et la protagoniste, Wei, est issue d'un village de campagne qui subit la famine de plein fouet. Elle va donc candidater pour devenir concubine du 5e fils de l'empereur qui est malade, qui bientôt va devoir donc passer la succession à un de ses fils. Et il se trouve que le prince pour lequel elle devient concubine est réputé extrêmement cruel. S'ensuit donc une quête de pouvoir dans la cour impériale et surtout d'un moyen de tuer son tortionnaire. Sauf que pour ça, elle va devoir apprendre à connaître son tortionnaire et le comprendre comme jamais auparavant il n'a été compris. J'ai absolument adoré ce livre. J'ai trouvé la fin un tout petit peu facile sur certains points. Par contre, sache que ce livre aborde des thèmes extrêmement durs. Il le fait bien, mais quand même. Je ne vais pas te dire lesquels parce que ce serait te spoiler, mais âme sensible, prendre garde. 4 étoiles et demie pour cette lecture. Ensuite, j'ai lu Blood of a Bright Haven de M.L. Wang. C'est une fantaisie dans laquelle on suit Sayona qui habite une ville protégée par un dôme face à la moisissure qui règne à l'extérieur. Et Sayona est la première femme à devenir haute mage dans un milieu et une société extrêmement patriarcale. Sauf que elle va assez vite découvrir que la magie a un prix. Sachant que la magie dans ce livre est très clairement utilisée comme technologie pour avoir de l'eau chaude, de l'électricité finalement, avoir des trains qui marchent, etc. Ce livre m'a fichu une claque absolument magistrale. C'est un 5 étoiles. Ensuite, on a Queen of Faces de Petra Lord. C'est une fantaisie dans laquelle le monde est à la fois futuriste et magique. Les zones cessent de monter et il y a des corps qui sont fabriqués et achetables. On peut donc remplacer son corps actuel si on a l'argent pour acheter un corps fabriqué. Et la protagoniste qu'on suit en premier, sachant qu'on suit après plusieurs personnages, elle sait qu'elle va se retrouver paralysée tôt ou tard dans son corps actuel, qui est assez bas de gamme.
et elle essaye donc de trouver un moyen d'avoir assez d'argent pour s'acheter un nouveau corps. Pourtant, elle a été refusée à 3 reprises de l'école de magie, quand bien même elle a des facultés magiques qui ne sont pas négligeables, et quand bien même elle bosse. Pour autant, elle va se retrouver face à une opportunité qui va l'entraîner dans une série effrénée d'aventures. J'ai eu du mal avec ce qui, in fine, est une sorte de Harry Potter twisté et sans la transphobie et le validisme qu'il y a dans Harry Potter. J'étais quand même attachée au personnage à la fin, donc quand la suite sortira un jour, peut-être que je la lirai, mais pour l'instant le premier tome a été un 3 étoiles et demi. Ensuite, j'ai écouté All About Love de Bell Hooks, qui est un essai de philosophie et de sociologie sur l'amour dans tous les sens du terme. Et c'est le genre de non-fiction dont j'aimerais que tout le monde la lise ou l'ait lu. Le seul regret que j'ai, c'est une insistance un peu trop forte à mon goût sur l'amour au sens religieux du terme, notamment parce qu'il y a 2 chapitres bien distincts qui y sont consacrés, là où il y a, dans le reste du livre, plus ou moins un chapitre par type d'amour. 4 étoiles et demie sur 5 pour moi. Ensuite a démarré ma relecture en version originale de la série de l'héritage de Christopher Paolini. Si j'ai relu le dernier tome de la tétralogie en mai-juin, j'ai décidé de te présenter les 4 d'affilée. Donc on a Eragon, Eldest en version originale, L'aîné en français, Brisingre et Inheritance ou l'héritage en français. C'est une série de fantasy dans laquelle on suit Eragon qui est fermier jusqu'au jour où il tombe sur un œuf de dragon qui va éclore pour lui, donnant naissance à sa dragonne Saphira, avec qui dans un premier temps il va chercher à venger son oncle qui a été assassiné, et dans un deuxième temps Saphira et Eragon vont chercher à joindre les rebelles pour les aider à tuer le roi despotique Galbatorix. C'est une série que j'ai découverte il y a 10 ans, j'ai pratiquement grandi avec. En relisant la série, je me suis aperçue de certains défauts, notamment de certaines représentations féminines ou de minorités qui ont mal vieilli. Et par contre, ce qui m'a le plus dérangé, c'est dans le deuxième tome, L'aîné, où il y a une question de douleur chronique, de handicap qui est introduite, mais qui est balayée par un tour de magie, littéralement, et on n'en parle plus du tout après. Alors que dans la réalité, les douleurs chroniques, il n'y a pas de baguette magique pour les soulager. Pour de bon, surtout. Donc, ça a été un 4 étoiles et demie pour le premier tome, 3 étoiles et demie pour le deuxième, 4 étoiles et demie pour le troisième et 4 étoiles pour le quatrième. Ensuite, j'ai écouté Empire of AI de Karen Howe, qui est un essai d'une journaliste américaine qui s'est intéressée aux fluctuations, aux mouvements, aux hauts et bas de la boîte OpenAI, qui est à l'origine de ChatGPT. Et certes, il y a des investigations qui ont été menées sur certains types d'exploitations qui ont été créés par cette utilisation de l'IA générative. Pour autant, je m'étais attendue à ce que le focus soit beaucoup plus sur justement les conséquences de l'utilisation de l'IA que sur la boîte elle-même et de l'histoire du fondateur et de qui a travaillé dans la boîte, à quel moment, qui s'entendait mal avec qui. J'étais assez déçue par ça, donc ça a été un 3 étoiles sur 5 pour moi. Ensuite, j'ai écouté Le Miroir des âmes de Nicolas Feuys. C'est un thriller d'un auteur suisse, un thriller qui se passe en Suisse, où il y a eu un attentat en pleine ville de Neuchâtel qui a envoyé le procureur à l'hôpital, et où il y a un flic qui s'est fait assassiner par le meurtrier surnommé le Vénitien. Ce thriller était mauvais. Il était écrit d'une manière décente en termes de plumes et autant que je puisse en juger à l'écoute, il a été édité. Par contre, l'intrigue était pas très originale, pas très surprenante. Et il y a des représentations de minorités comme la communauté LGBTQIA+, ou comme des origines étrangères à la Suisse,
Ces représentations-là ont été faites d'une manière extrêmement maladroite, ce qui les rend malaisantes à l'écoute ou à la lecture de ce livre. C'est donc un 2 étoiles sur 5 pour moi. Ensuite, j'ai écouté The Bluest Eye de Toni Morrison. Toni Morrison est une autrice afro-américaine qui écrit de la fiction littéraire et qui a beaucoup écrit et fait à travers ses livres pour la condition afro-américaine, qui parle donc de trauma générationnel dans les familles racisées. Et The Bluest Eye suit l'histoire de deux sœurs dont les parents acceptent d'accueillir Pecola, qui est une petite fille racisée comme les deux sœurs, mais qui, à l'inverse des deux sœurs, grandit dans une famille qui manque cruellement d'amour. Et donc le vœu le plus cher de Pecola, c'est d'avoir les yeux bleus et de se débarrasser de ces yeux foncés qu'elle a, qui sont si stigmatisés et qui ont vu tellement de violence à la maison. J'ai beaucoup aimé la prose de Toni Morrison. J'ai beaucoup de plaisir à me laisser bercer par cette prose. Mon seul regret a été de ne pas tellement avoir la perspective narrative de Pecola, là où je pense que ça aurait pu être pertinent. Ça a été un 4 étoiles sur 5 pour moi. Ensuite, j'ai écouté Cléopatra de Sahara El Arifi. Je me dois de mentionner la narratrice de ce livre audio en anglais, qui a été absolument extraordinaire et qui, je pense, a joué dans mon appréciation du livre et dans mon immersion dans l'histoire. Pour autant, le livre en soi est bien écrit, la prose est encore une fois assez poétique, peut-être pas autant que peut l'être Samantha Shannon ou Manon Fargeton ou Toni Morrison. Tout de même, la prose est agréable, l'histoire, bien que connue puisque c'est une fiction historique sur Cléopâtre, est bien ficelée, puisque évidemment qu'on connaît les grands jalons de l'histoire de Cléopâtre, mais j'étais à chaque fois curieuse de savoir comment est-ce qu'elle avait connecté les points de l'histoire de Cléopâtre entre eux, et ça a été bien fait à mon sens. J'étais tout à fait embarquée dans l'histoire. L'histoire m'a tiré des larmes, et je dois dire que le focus sur la romance est assez important. Ça ne m'a pas dérangée puisque je suis une grande fleur bleue et que quand il y a des romances bien faites, je suis tout de suite plus embarquée et plus investie dans l'histoire. Pour autant, je comprends que ça puisse déranger d'autres personnes, peut-être, d'avoir un focus aussi grand sur la vie amoureuse de Cléopâtre, là où elle a été pharaon. Et il est vrai qu'il n'y a pas autant de machinations politiques dans le livre que ce qu'on aurait pu attendre. Sachant aussi qu'il y a une touche de réalisme magique ou de fantaisie, si tu préfères. Donc c'est une fiction historique un petit peu remixée. J'ai bien aimé, mais ça peut aussi déplaire. Pour moi, ça a été un 5 étoiles. J'ai ensuite écouté Devient un aimant social de Charlie Hyde. Charlie Hyde est aussi un mentaliste français qui, tout comme Fabien Licard, est actif sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je l'ai connu. Et chose non négligeable et appréciable, c'est que la préface a été rédigée par Fabien Licard et Fabien Licard a lu la préface pour le livre de Charlie Hyde. C'était sympa. C'est donc une non-fiction d'ordre psychologique, développement personnel, sur comment vaincre sa timidité. Et Charlie Hyde, étant donné qu'il fait des fois des micro-trottoirs, avait pour sa part un objectif plutôt hors du commun qui était de pouvoir même parler à des inconnus dans la rue. Ce n'est pas un objectif partagé par beaucoup de monde, je pense, mais il propose tout de même une série d'exercices concrets qui sont valables dans des cas autres que de vouloir aborder des inconnus dans la rue et qui visent de manière générale à pouvoir s'ouvrir aux autres. Simple, efficace, pas révolutionnaire non plus. Ça a été un 4 étoiles pour moi. Ensuite, j'ai commencé l'écoute d'une trilogie de fiction historique sur la vie de l'orateur, avocat et politicien Romain Cicéron. Donc, la trilogie est de Robert Harris avec Imperium, Lostrum en anglais ou Conspirata en français et Dictator en anglais et en français. J'ai bien aimé, surtout le premier tome, puisque on découvre forcément
la façon dont Robert Harris a narré la vie de Cicéron, et j'ai trouvé qu'il y avait un focus sur l'homme Cicéron derrière justement ses discours, derrière le politicien. Là où dans les deuxième et troisième tomes, le focus sur les machinations politiques assez complexes de Rome à l'époque et sur les mouvements militaires aussi dans le troisième tome entre Marc-Antoine et Octave était moins à mon goût, on va dire. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que l'histoire est racontée par Tyron, qui était le secrétaire de Cicéron, qui, tout comme Cicéron, est un personnage qui a existé. Et, pareil, historiquement parlant, c'est avéré, c'était l'inventeur de la sténographie. Donc, pour le tome 1, ça a été un 4 étoiles et demi. Pour le tome 2 et 3, ça a été 4 étoiles. Ensuite, première lecture que j'inclus, que j'ai faite pour la fac, à savoir Letters Written in Sweden, Norway and Denmark de Mary Wollstonecraft. Donc, Mary Wollstonecraft était la mère de Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein, et ce sont donc des lettres qu'elle a envoyées à son compagnon qui était en France à ce moment-là, et qu'il a envoyé elle superviser finalement ses affaires qu'il avait en Suède, en Norvège et au Danemark. Donc, Mary Wollstonecraft décrit à son compagnon ce qu'elle voit, ce qu'elle rencontre et comment est-ce que ça impacte ses sentiments à elle. Et je dois dire que c'est une lecture pour laquelle j'ai un peu peiné à cause du racisme banalisé qu'il y a dans toutes les lettres où elle juge que les Suédois, Norvégiens, Danois ne sont pas aussi avancés dans la civilisation que les Anglais. Et je sais que c'était la façon de penser au 19e siècle, fin du 18e même, et que c'est normal. Et par contre, à lire, pour moi, lectrice contemporaine, ça a été un peu ardu. Voilà. 3 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai écouté Hello World de Hannah Fry. C'est un essai sur l'utilisation des algorithmes et surtout les débats éthiques que leur utilisation soulève. Ce livre étant sorti en 2018, il ne couvre pas logiquement les IA génératives qu'on peut avoir maintenant comme ChatGPT. Pour autant, j'ai trouvé ce livre extrêmement bien fait, bien expliqué, complet, sachant que l'autrice fait le tour de plusieurs domaines dans lesquels les algorithmes sont utilisés, et l'étaient déjà en 2018, à savoir par exemple la justice, la médecine, la conduite ou l'art. Et elle prend la peine de développer correctement les débats éthiques soulevés par cette utilisation. Est-ce qu'on veut pouvoir avoir quelqu'un qu'on puisse tenir responsable en cas d'erreur? Auquel cas, il y a un humain qui doit intervenir. Est-ce qu'on préfère que ce soit qu'un algorithme? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir un algorithme qui soumet ses conclusions à un être humain qui les contrôle et qui double-check? 5 étoiles pour moi. Ensuite, j'ai écouté How Great Ideas Happen de George Newman, qui est un essai sur comment trouver de bonnes idées. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, au-delà des anecdotes historiques sur plusieurs inventeurs plus ou moins connus qu'il glisse dans son essai, c'est la métaphore filée, c'est-à-dire qui couvre tout le livre, qu'il a utilisé de l'archéologie. C'est-à-dire que les bonnes idées sont comme des artefacts archéologiques qu'il faut aller fouiller. Et donc, ça veut dire aussi délimiter un terrain propice à la fouille, là où on sait qu'on va probablement tomber sur quelque chose avant de commencer à vraiment creuser. C'était très bien fait, c'est pas révolutionnaire dans le sens où ça prend pas forcément en compte les différences de fonctionnement d'un être humain, dans le sens où on fonctionne pas tous et toutes de la même façon, mais ça a été un 4 étoiles et demi pour moi. Ensuite, une autre lecture pour la fac que j'ai adorée, c'est The Beggar's Opera de John Gay. C'est une pièce de théâtre anglaise du XVIIe siècle, qui est sous forme d'opéra, mais où les ballades populaires anglaises ont remplacé les airs de l'opéra classique, et pièce de théâtre dans laquelle le monde des criminels est mis à égalité avec le monde du reste de la population, en particulier, ou du moins y compris les fonctionnaires, puisqu'après tout,
tout le monde est corrompu. C'est absolument hilarant à lire. Trouve-toi une traduction française ou trouve-toi une version anglaise simplifiée si tu n'as pas envie de lire de l'anglais de la Renaissance. Mais trouve un moyen de lire cette pièce. Elle est absolument hilarante. Promis. 4 étoiles pour moi. Sachant que le bémol est qu'il y a un protagoniste masculin que j'ai trouvé particulièrement agaçant, quand bien même c'était pas forcément une figure qui aurait été agaçante pour l'audience de l'époque. Je ne peux pas changer le fait que je suis une audience contemporaine. Ensuite, on a la BD Morgane de Simon Kansara et de Stéphane Fert. Cette BD est absolument sublime. Je vais te montrer. Voilà, les planches. Je ne suis pas quelqu'un qui a lu des tonnes de BD dans sa vie et je ne peux pas prétendre avoir un œil aiguisé pour les styles de dessin en BD. Pour autant, c'est un style qui m'a beaucoup plu, quand bien même c'était, je pense, une première pour moi d'avoir un style similaire à ça en BD. C'est pas forcément un style que j'aurais pensé apprécier, mais ça a été le cas. Et c'est une revisite de la légende arthurienne où on suit Morgane, qui est la sœur d'Arthur, qui a été sous emprise de Merlin. Et Merlin a aidé Arthur à prendre illégitimement le trône, qui revenait pourtant de plein droit à Morgane. Mais celle-ci ne veut pas se laisser faire si facilement. J'ai adoré 5 étoiles. Ensuite, j'ai lu mon tout premier manga, qui est Princesse Fiona, ou Princesse de l'Aube, tome 1. C'est une série, voilà, je vais essayer de te montrer. C'est une série qu'une amie qui était avec moi à Paris, où j'ai acheté ce manga, ainsi d'ailleurs que la BD Morgane, qui donc m'a recommandé cette série de manga, sachant qu'il y a 40 tomes et plus dans la série, hein, évidemment. Et c'est de la fantasy qui, pour l'instant, dans le tome 1, démarre tout doucement. Il n'y a pas de gros rebondissements pour l'instant. J'ai un attachement encore à consolider, on va dire, au personnage. Et donc, on a la fille de l'empereur qui a hâte de revoir son cousin sur qui elle a un peu un crush, carrément un crush finalement. Sauf que, alors non seulement son cousin ne la voit pas comme ça, mais surtout, tout ne va pas se passer comme prévu au retour de son cousin. Ça a été un 4 étoiles pour moi et j'attends de lire la suite. J'ai le tome 2 derrière moi et j'ai commandé d'ailleurs les tomes 3, 4, 5, 6 pour quand même continuer à découvrir un peu avant de voir si je continue pour de bon la série ou pas. Ensuite, on a une autre lecture pour la fac qui est Sense and Sensibility de Jane Austen, Raison et Sentiment en français. C'était mon tout premier Jane Austen. Donc, j'ai découvert cette autrice qui est devenue un classique, du moins qui a écrit des livres qui sont devenus des classiques, qui a écrit entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, qui était anglaise donc. Raison et Sentiment suit l'histoire de deux sœurs, Elinor et Marianne, à qui leur père n'a pas pu laisser d'héritage puisque la société patriarcale dans laquelle elles évoluent exigeait que cet héritage aille à leur demi-frère. Demi-frère qui s'est vu confier la mission par leur père de les entretenir, mais demi-frère qui est sous l'influence relativement néfaste de sa femme. Donc il verse le strict minimum à ses deux demi-sœurs et les deux sœurs vont devoir se débrouiller pour trouver un bon parti, pouvoir se marier et avoir une meilleure condition en se mariant. Pour autant, l'amour à l'époque n'était pas plus simple qu'il ne l'est maintenant. Jane Austen n'a pas son pareil pour décrire les caractères de la société dans laquelle elle vivait, les différentes personnes, les différents comportements humains, et elle nous rappelle surtout qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans la tête d'autrui. Après, je veux dire qu'il se passe pas des masses de choses dans ce genre de livre, puisqu'il y a un but avant tout contemplatif et méditatif sur, finalement, la nature humaine, quelque part. Et le style d'écriture est plat dans le sens où il n'y a pas de figure de style, il n'y a pas de métaphore, il n'y a rien de tout ça. C'est de la prose pure et dure qui, certes, a l'élégance de la langue écrite de l'époque, mais
qui devient un peu fastidieuse, surtout quand on enchaîne de Jane Austen, puisque j'ai lu pas tout à fait à la suite, mais en l'écart de 2 mois, Pride and Prejudice, donc Orgueil et Préjugés en français, et je comprends pourquoi c'est devenu un classique. La romance entre Lizzie et Mr. Darcy est le slow burn par excellence, qui fait trépigner d'impatience pour le moment où ils vont enfin capter qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Pour autant, l'incapacité des personnages à vraiment communiquer, et ce aussi dans Raison et Sentiment, devient un peu frustrante à la longue. Donc, je dois dire qu'au bout de 2 Jane Austen, plus ou moins d'affilée, j'ai eu ma dose de Jane Austen pour les mois, voire années à venir. J'ai donné 4 étoiles 25 à Raison et Sentiment, et j'ai donné 4 étoiles à Orgueil et Préjugés. Ensuite, j'ai écouté The House of Hidden Meanings de RuPaul. RuPaul, qui est une drag queen américaine qui a son propre show, Drag Race, et qui a donc écrit une autobiographie que j'ai écoutée sans être une habituée, ni forcément une fan d'autobiographie. Et je continue à penser que c'est pas forcément un genre pour moi, parce que je dois avouer avoir été déçue par le manque de méditation ou réflexion rétrospective. Et c'était essentiellement, on va dire, une narration assez linéaire de ce qu'il a fait, de son enfance à ses débuts dans la télé, on va dire. C'était bien écrit, il y avait quelques symboles, métaphores sympas, mais c'est pas pour moi. 3 étoiles pour ma part. Ensuite, j'ai dévoré This is How You Lose the Time War de Max Gladstone et Amal El-Motar. C'est une novella et sa longueur, ou plutôt sa courtesse, a été justement mon seul regret. Cette novella est absolument incroyable, d'une poésie infinie, et c'est sous forme de roman épistolaire, puisque ce sont 2 rivales qui appartiennent à 2 agences surtout de voyage temporel rivales, et elles voyagent à travers le temps et l'espace, et elles s'envoient des lettres à travers le temps et l'espace, lettres qui se déploient sur des matériaux aussi divers et surprenants que les cernes d'un tronc d'arbre ou les feuilles de thé par exemple. Va lire ce livre. Voilà. Encore une fois, mon seul regret, c'est que c'était trop court et qu'avec un peu plus de longueur, peut-être qu'on aurait pu passer un peu plus de temps avec les 2 qui sont effectivement rivales, là où ça évolue très vite vers autre chose. Donc 4 étoiles 75, mais je pinaille. Ensuite, j'ai écouté Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Je suis pas sûre de la prononciation du nom de famille, je m'en excuse. Toujours est-il que c'est un livre que je qualifierais de merveilleux, puisque on a des éléments surnaturels qui sont admis, banalisés dans un monde tel qu'on le connaît nous, en l'occurrence dans les environs de Nice essentiellement. Donc c'est en principe du merveilleux. Il y en a qui parlent de fantaisie, soit. Toujours est-il que on suit 2 sœurs jumelles qui ont vécu des dizaines d'années éloignées l'une de l'autre et qui se retrouvent à la mort de leur mère. Leur mère qui clairement préférait une des 2, puisque Félicie était sage comme une image et tout à fait sympathique, avec le don de parler aux fantômes, là où Egonia a une malédiction qui plane sur elle, qui fait que quand elle parle, il sort de sa bouche autant de papillons que de mots qu'elle a prononcés, et ces papillons font vieillir, ou pourrir, ou rouiller, voire mourir, tout ce qu'ils touchent autour. Et quand elle crache, elle fait pousser des plantes carnivores. Donc, forcément que Egonia n'est pas très appréciée de qui que ce soit, malheureusement. Et les jumelles donc se retrouvent à la mort de leur mère, puisqu'il y a des questions laissées sans réponse par leur mère, qu'elles vont tenter d'élucider. Absolument magnifique. C'est raconté à la façon d'un conte, à la fois très imagé et très poétique. 5 étoiles. Ensuite, j'ai écouté, même si j'ai une copie physique de quand j'étais au gymnase ou lycée, Novecento d'Alessandro Baricco. C'est un monologue théâtral très court, vraiment, qui a été écrit en italien, qui a été traduit en français entre autres langues, avec le même titre, me semble-t-il. Et c'est l'ami d'un pianiste qui fait le monologue en nous racontant
l'histoire de ce pianiste qui est né sur un bateau, qui a vécu sur ce bateau, qui est mort sur ce bateau, et qui a mis les pieds une seule fois dans sa vie sur Terre. C'est tellement court qu'on n'a pas vraiment le temps malheureusement de s'attacher au personnage. En tout cas, moi je n'ai pas vraiment eu le temps de m'attacher au personnage. Pour autant, c'est très bien écrit, très poétique. Et ça a été un 4 étoiles pour moi. Ensuite, pareil, j'ai écouté, même si j'ai une copie physique qui me reste du gymnase ou lycée, Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Ça retrace le parcours d'une greffe de cœur, de la mort du donneur de 19 ans à la greffe elle-même qui est faite sur la receveuse de 51 ans, en passant par le deuil des parents du donneur, leur décision d'autoriser ou non le prélèvement, le donneur ne s'étant pas prononcé sur le sujet avant son décès, en passant aussi par les émotions et vie de divers membres du personnel soignant. J'ai particulièrement apprécié la plume absolument chirurgicale, c'est le cas de le dire vraiment, de Maëlys de Kerangal, qui finalement dessine les émotions en creux, puisque comment parler des émotions impliquées par ce genre d'événement où littéralement le malheur des uns fait le bonheur des autres, et la mort des uns fait la vie des autres. Il y a selon moi certains personnages dont on aurait pu s'épargner la vie, ou du moins raccourcir la vie et les émotions, puisqu'ils sont moins importants dans l'histoire. Donc, 4 étoiles et demie sur 5. Ensuite, j'ai lu Lagoon de Nnedi Okorafor, qui est une fiction futuriste d'anticipation qui mêle aussi un peu de fantaisie, ou en tout cas plutôt un élément surnaturel admis comme existant, donc du merveilleux, puisque ça se passe dans le Nigeria tel qu'on le connaît, mais qui est envahi par des aliens métamorphes qui sont arrivés par la mer, au bord de Lagos, une ville majeure du Nigeria. Et les aliens, qui représentent ici le changement, provoquent un chaos incommensurable. J'ai beaucoup aimé ce livre. Par contre, je dois dire que les multiples perspectives narratives ont entraîné des répétitions des fois un peu frustrantes, où on voyait les mêmes événements simplement à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc, ça a été un 4 étoiles sur 5 pour moi. Ensuite, on a Arden of Faversham, d'auteur incertain, qui est une tragédie domestique du XVIe siècle que j'ai lu pour la fac, et pièce sur laquelle j'ai écrit un essai d'ailleurs. Et je dois dire que, puisque la pièce est un petit peu bordélique dans sa structure, j'ai pas tant apprécié la lecture elle-même que ce qu'on en a fait en cours et ce que j'en ai fait pour mon essai. C'est l'histoire de Alice of Faversham, qui a un amant, Musby, et qui cherche avec son amant à tuer le mari, Alden of Faversham. Elle va y parvenir, mais non sans conséquences, bien sûr, puisque le principe d'une tragédie, déjà, c'est que tout le monde meurt à la fin, donc tu te doutes qu'elle va pas s'en sortir vivante. Donc 3 étoiles et demie pour la lecture en soi, mais bien sûr que j'ai adoré écrire l'essai sur cette pièce. Et fun fact, ça a fait que j'ai passé un samedi soir à compter le nombre de tentatives de meurtre qu'il y a dans cette pièce. Ensuite, on a Luca de Franck Tillier. Franck Tillier est un maître en matière de thriller français. J'ai déjà lu ou écouté plusieurs de ses romans. Luca est pas son thriller qui m'a le plus convaincu, puisque si l'intrigue est aussi tordue que d'habitude, avec un homme qui connaît exactement l'heure de sa mort et qui meurt effectivement à ce moment-là, et cette heure de la mort de cet homme qui se retrouve tatoué sur un autre cadavre ailleurs, le message véhiculé sur les thématiques abordées comme l'utilisation de l'intelligence artificielle ou la gestation pour autrui est pas très clair et un peu brouillé, et un peu trop à mon goût pour que ça... Voilà, m'ait convaincu. Donc 3 étoiles et demie sur 5 pour ma part. Ensuite, autre lecture de la fac, c'est Dr. Faustus de Christopher Marlowe, qui est une tragédie, encore une fois, du XVIe siècle, encore une fois aussi. Et c'est donc Faustus qui est docteur au sens où il va étudier, entre autres choses, la médecine. Mais il se trouve qu'il a tellement appris, il trouve qu'il a atteint les limites du savoir humain. Donc il s'ennuie et il passe un pacte avec le diable où il a accès à un savoir illimité en échange de son âme. Je dois dire que
La façon de construire les personnages dans les tragédies de la Renaissance est tellement différente de celle d'aujourd'hui que j'ai toujours du mal à m'attacher aux personnages, alors qu'on est supposé, entre guillemets, puisqu'à la fin il meurt et que c'est ce qui est supposé provoquer des émotions et faire qu'on passe un bon moment malgré tout. Ça n'a pas été tant mon cas, même si c'était une lecture correcte. 3 étoiles pour ma part. Ensuite, on a L'autre moi de Franck Tillier, qui là est son dernier thriller en date, qui est sorti le 28 avril de cette année, que j'ai lu à sa sortie, et que j'ai mieux apprécié que Luca. On a donc un cadavre qui est retrouvé sans les yeux, et Sibylle qui fait des rêves fort étranges, et qui, en suivant son compagnon dans le village de Longepin, dans lequel il y a des opérations militaires classées secret défense, se retrouve quelque peu piégé par ce village secret défense. Excellent, ça retourne le cerveau. Par contre, le traitement qui est fait des violences policières ne m'a pas convenu, m'a mise mal à l'aise par rapport, après, à mes convictions personnelles, hein, bien sûr. Donc, 4 étoiles sur 5 pour ma part pour le thriller L'autre moi de Franck Tillier. Ensuite, j'ai écouté Wolf Hall de Hilary Mantel, qui est une fiction historique sur le cardinal de Henri VIII à la Renaissance en Angleterre. Cardinal qui était donc Thomas Cromwell, et Henri VIII qui est le fameux roi d'Angleterre qui a eu 6 épouses, d'où la comédie musicale Sex, qui est sortie il y a quelques années, je crois. Et j'ai eu beaucoup de mal avec cette écoute, qui était alors assez longue. Peut-être que je l'ai écoutée à un moment où je n'avais pas assez de cerveau disponible pour une écoute comme ça, c'est possible, mais les scènes me paraissaient extrêmement décousues, on ne comprenait pas comment les personnages étaient arrivés là où ils étaient au moment M. Donc c'était une espèce de succession de dialogues entre personnages, avec un manque de fluidité entre ces dialogues, quelque part. À voir si j'essaye de lire le tome 2 et de le lire plutôt que de l'écouter, mais ce tome 1 a été un 3 étoiles pour moi. Ensuite, on a Changé l'eau des fleurs de Valérie Perrin, que j'ai écouté et que j'ai beaucoup aimé. J'avais commencé il y a très longtemps, mais j'avais pas accroché à l'époque. Là, j'ai accroché. La plume est très poétique et on suit la vie, le passé et le présent, d'une gardienne du cimetière qui, un jour, se fait aborder par un commissaire marseillais à qui sa mère, au commissaire marseillais, a demandé de faire reposer ses cendres aux côtés d'un homme qui n'est pas le père du commissaire. Et donc, les deux vont essayer d'élucider ce mystère de pourquoi est-ce que Irène Fayolle a demandé à reposer auprès de Gabriel Prudent plutôt qu'auprès de Paul Seul, père de Julien Seul, fils d'Irène Fayolle. Et on a donc aussi des flashbacks sur la vie de cette gardienne du cimetière qui s'appelle Violette. 4 étoiles sur 5, en sachant qu'il y a un thème dur, qui peut être dur pour certaines personnes, qui est abordé. Je ne peux pas te dire lequel sans te spoiler une partie de l'histoire, mais voilà. Ensuite, j'ai écouté Everything Everything en traduction française, puisque c'est un livre que j'avais depuis longtemps dans mon audiothèque, et que donc j'ai pas voulu reprendre la version anglaise originale, sachant que j'ai d'abord découvert il y a 7 ans le film qui a été adapté de ce livre, Everything Everything, et c'est donc l'histoire de Madeleine qui a la maladie de l'enfant bulle, mais qui tombe amoureuse du fils des voisins qui viennent d'emménager. Et est-ce qu'elle saura se contenter de sa maison qu'elle a toujours connue, qu'elle ne peut pas quitter, en ayant maintenant goûté au monde extérieur à travers son amour? J'aime beaucoup le film, j'ai bien aimé le livre, simple et efficace, même si je dois dire que le film fait tellement bien le job que si je dois reconsommer cette histoire, je regarderai le film à nouveau plutôt que de réécouter le livre. 4 étoiles sur 5. Ensuite, il y a The New Age of Sexism de Laura Bates, qui est un essai sur l'utilisation de l'IA qui aggrave et augmente les violences sexistes et sexuelles et la misogynie, et comment justement finalement l'IA augmente les VSS et la misogynie. J'ai apprécié, même si évidemment que les solutions proposées à la fin sont pas toujours très concrètes, même si en même temps ce serait un peu trop simple si c'était le cas. Donc 4 étoiles sur 5 pour moi. Ensuite, j'ai écouté un autre livre de Fabien Olicard qui est Bien dormir, c'est possible, même pour vous. Donc sur le sommeil, où il parle des mécanismes du sommeil, où il propose certes des solutions concrètes individuelles à mettre en place, mais où il soulève aussi le problème de dévalorisation du sommeil qu'on a dans la société au global. Et j'ai beaucoup apprécié
cette parenthèse sociologique sur le fait qu'on vit dans un système entier qui dévalorise le sommeil. Donc, 4 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai écouté The Bell Jar de Sylvia Plath, qui est une poétesse américaine dont c'est le seul roman, qui est en partie autobiographique. Et on suit Esther Greenwood, qui est à la fac, mais qui sait pas trop quelle filière de la fac choisir et quoi faire de son avenir professionnel. Et donc, quand il y a l'été qui se présente avec son gouffre sans cours universitaire devant elle, elle commence à avoir des problèmes psychiques qui nécessitent, d'après la société de l'époque, en tout cas, puisque ça se passe aux US en 1953, traitement psychiatrique de l'époque qui implique pas exactement les mêmes choses qu'aujourd'hui. J'ai bien aimé, une plume relativement poétique qui était intéressante, et j'ai trouvé que la narration était un peu floue dans la succession des scènes, mais c'est cohérent avec l'état mental de confusion quelque part de la protagoniste. Donc 4 étoiles sur 5. Ensuite, il y a la grosse déception qui a été Murtag de Christopher Paolini. J'en ai fait un blog de lecture, je vais pas m'étendre dessus, simplement que c'est dans le même univers que la série L'Héritage, avec Eragon, machin, mais qu'on suit donc Murtag, qui était un personnage ambivalent dans la série originelle, qui l'est beaucoup moins, et qui a décidé d'aller investiguer l'endroit contre lequel on l'a mis en garde. Et comme par hasard, il se trouve qu'il est peut-être pas à la hauteur finalement des dangers qu'il trouve dans cet endroit. Grosse déception, 2 étoiles et demie sur 5. J'ai écouté Nexus de Yuval Noah Harari, qui est un essai philosophique, historique, sociologique sur l'histoire, finalement une brève histoire des réseaux d'information et des technologies de l'information. Et en gros, c'est comment est-ce que les nouvelles technologies de l'information pourraient altérer la démocratie, tout comme altérer le totalitarisme, ou un gouvernement totalitaire. J'ai été moyennement convaincue par ce livre, puisqu'il y a plusieurs fois où il y a des espèces de prédictions qui sont faites sans réelle base, et où l'auteur est en train de nous dire que finalement l'IA va dominer le monde, et ça m'a un peu dérangé d'avoir ce côté très alarmiste. Donc, 3 étoiles et demie sur 5. Ensuite, j'ai lu A Midsummer Night's Dream de Shakespeare, qui est une comédie, et j'avais lu 2 tragédies de Shakespeare auparavant, c'est ma première comédie de lui. Je dois dire que pour les tragédies, se référer à Dr. Faustus, même problème. La comédie, je me suis pas forcément attachée au personnage plus, mais j'ai bien rigolé, et vu que c'est le but, j'ai passé un bon moment. 4 étoiles et demie sur 5. Sachant qu'on a une espèce de double triangle amoureux, on a 2 mecs qui sont sur une même meuf, et après ils sont sur une autre meuf ensemble aussi, et finalement ça nous fait quand même 2 couples qui se marient à la fin. Et évidemment que ce qui a joué dans ce changement de triangle amoureux, c'est un filtre d'amour et le roi des fées, qui s'est un peu mêlé de ce qu'il regardait pas forcément. Et enfin, dernière lecture, c'est Cléopatra Van Prigione de Claudia Dorastanti, que j'ai fini hier au moment où je filme, que j'ai bien aimé. C'est l'histoire de Caterina qui va voir son copain en prison tous les jeudis et qui après monte dans la voiture du policier qui a mis son copain en prison. L'atmosphère du bouquin est palpable, vraiment c'est très bien écrit dans le sens où on rentre dans l'atmosphère de Rome quand il fait chaud l'été, que t'as pas envie de faire quoi que ce soit, ni même de communiquer réellement tellement t'as chaud et tellement tu te sens englué. Donc pour ça c'était très bien. Par contre, l'alternance entre première personne du singulier et troisième personne du singulier pour la perspective narrative a été très perturbante pour moi à partir de la deuxième moitié du roman, puisque certes ça reste une alternance de un chapitre sur 2, mais si dans la première moitié du roman c'était moment présent à la troisième personne et flashback à la première personne, ça devient très brouillé après niveau temporel, et ce d'une manière qui ne m'a pas paru pertinente pour la lecture. Donc 3 étoiles 75 pour Cléopatra Van Prigione. Et voilà, ça c'était les 50 lectures depuis le début de l'année. Je te laisse me dire en commentaire qu'est-ce que tu as lu toi depuis le début de l'année, ou en tout cas quelle lecture t'a marqué, en bien comme en mal. Et si t'es arrivé jusque là, je te laisse mettre un emoji bus, soyons fous. Merci d'être resté jusque là, et bonne lecture!